Bonjour chers élèves et bienvenue dans un autre bac blanc, le 7e de la série, donc de laquelle je vais traiter quelques points un peu spéciaux. Je vais m'insister sur des choses que je n'ai pas traitées dans les concours précédents. Et je vais commencer par deux petites questions simples sur le nucléaire et certainement des choses qu'on n'a pas traitées dans tous les sujets précédents. Bien sûr, le sujet entier, vous pouvez le télécharger sous format PDF dans la description de la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager avec vos amis et très bon courage à l'examen bien sûr. Allons-y donc. Bon, pour le nucléaire, je vous pose deux petites questions. La première, on analyse sous forme d'AQCM, on analyse tous les ans une source radioactive de césium. On détermine à l'instant T l'analyse de l'activité de la source. On constate que A de T sur A de T plus 1, c'est égal à 1,023. Déterminer la constante de temps du césium à partir de ces données. Et même pour vous donner le choix de choisir 10, 20, 30, 40 ou 50 années où aucune réponse n'est correcte. Deuxième exercice, vous voyez un peu la première fois qu'on va travailler avec le diagramme d'Aston. Je vous donne ce diagramme et je pose quelques petites questions. Est-ce que x1 va évoluer vers x2 par fusion? Vous notez juste les bonnes réponses. x3 peut évoluer x4 peut évoluer en x3 par fusion. L'énergie de liaison de x3 c'est 1,28 10-14 joules. Le défaut de masse de x3, est-ce qu'il est de 0,14 10-30 ou bien 2,7 10-27? Voilà des questions de réflexion. Bon, commençons par le premier. Bon, j'ai déjà préparé la solution pour aller un peu plus vite. Donc, pour le premier, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne A de T sur A de T plus 1. Et ça suffit pour déterminer T1 demi. Bon, il suffit d'écrire A de T plus 1, par définition, c'est A0 exponentielle moins lambda T plus 1. A à l'instant T, par définition, c'est A0 exponentielle moins lambda T. Je ne connais pas A0, donc pour faire disparaître A0, le plus simple, c'est de faire le rapport. Donc, diviser ça par ça ou le numéral ou ça par ça, c'est la même chose. Donc, je divise A de T par A de T plus 1, je simplifie par A0, je simplifie par exponentielle moins lambda T, il va vous rester juste exponentielle lambda fois 1. Donc, j'applique le logarithme de deux parties, le logarithme de exponentielle sur lambda, et le logarithme, donc lambda est égal à log. Donc, si vous connaissez lambda, bien sûr, vous pouvez déterminer T1 demi, c'est le log de 2 divisé par lambda. Et si vous calculatrice log de 2 divisé par ln de 1,025, ça vous donne exactement T1 30. Donc, T1 demi égale à 30 années. Voilà pour le premier exercice. Donc, le bon choix, c'est 30. Deuxième exercice, à partir de ce diagramme, est-ce que x1 peut évoluer vers x2 par fusion? Est-ce que la réponse est vraie? Celui-là va évoluer vers celui-là. Oui, bien sûr, celle-là, elle est vraie, parce que la fusion se fait entre les noyaux légers, entre deux noyaux légers, pour former un noyau relativement lourd, plus stable. Est-ce que x4 peut évoluer en x3 par fusion? x3 peut évoluer? Non, parce que la fusion, ça concerne, c'est faux, ça concerne juste les noyaux légers. L'énergie de liaison de x3, c'est 1,28 10-14 joules. 1,28 10-14 joules. Comment déterminer l'énergie de liaison de x3 à partir de ce diagramme? Qu'est-ce qu'on peut déterminer à partir de ce diagramme? On peut déterminer l'énergie de liaison par nucléon et je connais le nombre de nucléons. Donc ça suffit pour déterminer l'énergie de liaison de x3 qui est en valeur absolue 8 multiplié par 190 et ça vous donne 1500 mégaélectronvolts. Mais on me dit en joules, donc je dois remplacer un mégaélectronvolt par 1,6 10-13 joules. Et ça me donne 2432 10-13 joules. Donc, ça ne correspond pas à cette valeur. Donc, c'est faux. Maintenant, je connais le défaut de masse. Je vais calculer. Je connais l'énergie de liaison. On me demande le défaut de masse. Très facile. C'est quoi la relation? L'énergie de liaison, par définition, c'est le défaut de masse sur C carré. Notez bien, ici, on utilise le système d'unité internationale. L'énergie, c'est le joule. Donc, pour C, il faut prendre mètres par seconde. Donc, ça vous donne C au carré. C'est 9 10 puissance 16. Vous faites le calcul, ça vous donne exactement 2,7 10-27, qui est la réponse E. Donc, vous avez deux bonnes réponses. Donc, 2 bonnes réponses et 3 mauvaises réponses. Donc, voilà pour ce petit exercice de nucléaire. Donc, j'espère que je vous ai appris des choses avec ce diagramme d'Aston. Par exemple, on peut vous le donner, ce diagramme, et vous demander
de déduire l'énergie de liaison de certains noyaux. On passe à un exercice intéressant sur la chimie. On va déterminer la quantité d'acide dans le lait de chèvre. Et on va essayer de comparer avec la quantité d'acide dans le lait de vache. Donc c'est un exercice, on va faire le dosage, on va déterminer les concentrations massiques. On vous donne 100 ml de lait de vache contient 0,09 g d'acide. Bon, l'acide qu'on va étudier, c'est l'acide caprique. Mais là, il faut faire très attention sous ces différentes formes. Cette information, elle est très importante. C'est-à-dire, sur la forme acide plus la forme basique, si j'aurais réuni les deux, ça me donne 0,09 g par 100 ml. Et le but de l'exercice, c'est de voir combien cette quantité dans le lait de chèvre et comparé par rapport à lait de vache. Donc on vous donne la conductivité ionique peut s'exprimer par cette manière-là. Bon, ça vous le sonnez. On vous donne la conductivité ionique de H3+, Cl-, Na+, OH-, RCOH-. Donc cet acide, on va le noter RH, ORCOH, et sa base conjuguée, c'est RCOO-. C'est ça l'acide caprique qu'on va étudier. Bien, je continue la question. Donc définir un acide selon la théorie de Bronsted et justifier que l'acide caprique possède les propriétés acido-base et donner le couple acido-base auquel elle appartient. Donc je vais répondre question par question. Donc un acide selon Bronsted, c'est un acide qui est capable de quoi? De céder un proton. Donc pourquoi c'est un acide selon Bronsted? Parce qu'on a dit cet acide à la forme RCOOH. Cet acide peut libérer ce proton-là et donner la base conjuguée qui est RCOO-. Donc c'est un acide et donner le couple. Donc le couple auquel appartient le couple, c'est acide base, c'est RCOOH, c'est RCOO-. Voilà le couple qu'il faut répondre ici. Bien. Maintenant, on vous dit un producteur de lait souhaite connaître sous quelle forme acido-base est présente l'acide caprique dans le lait. Donc on va voir dans le lait, est-ce qu'il est présent sous la forme RCOH ou bien RCO-. Donc ce qu'elle a fait, elle a fait une mesure de pH de lait. Elle indique 6. Donc voilà une première information. On connaît le pH égale à 6. Ça on le note. Les quantités des formes acide-base de l'acide caprique en solution dépendent du pH de la solution. À 25 degrés, les proportions de ces espèces en fonction de pH sont données par la figure 1. Là on vous donne la proportion de l'acide et la proportion de la base. Bien. Question. Une espèce chimique est considérée comme négligeable devant une autre si sa concentration molaire est au moins 100 fois inférieure à l'autre. Dans le cas de lait de vache, peut-on négliger une des formes acido-basiques de l'acide caprique devant l'autre? Déjà, ici vous avez une première question, c'est attribuer ces courbes, laquelle représente la forme acide, laquelle représente la forme basique. Bien, donc pour cela, pour répondre à cette question, je vais d'abord attribuer ces courbes-là. Et on peut vous donner, attribuer cette courbe 1, est-ce que c'est la forme acide ou bien laquelle est la forme acide, laquelle est la forme basique. Donc là, il suffit de revenir à la relation, le pH c'est pKa plus log de A- sur AH. Donc si le pH est plus petit que pKa, on est à faible pH. Vous voyez bien que si pH est plus petit que pKa, le log de A- sur AH est négatif. Ça veut dire la concentration de A- est supérieure. C'est l'acide qui domine. Donc, ça, c'est celle qui va représenter la forme acide. Donc, ça, c'est la concentration de AH sur A- plus AH, sur la concentration totale. Et bien sûr, celle-là, ça sera la concentration de A- sur la somme des concentrations. Concentration totale. Bien. Maintenant, on vous dit que une espèce chimique est considérée comme négligeable si le rapport des concentrations est inférieur à 100. Ça veut dire A est négligeable devant B si A sur B est inférieur à 1 sur 100. D'accord? Donc A est négligeable devant B si B est supérieur à 100 fois A, ou le rapport est inférieur à 1 sur 100. Est-ce que la forme basique, peut-on négliger les formes acido-basiques de l'acide, une forme par rapport à l'autre? D'abord, à pH égale à 6. Quelle est la forme qui domine? Première chose. Donc vous voyez bien que pH égale à 6, ce qui domine, c'est la forme basique. Donc c'est A- qui domine. Maintenant, est-ce que pour calculer le rapport, c'est très facile, on va déterminer, vous avez deux manières de répondre. Donc on va faire la première d'abord. Donc la première, oh là là,
Voilà. Donc la première, je calcule le rapport directement. Je calcule le log de A- sur AH. Bien sûr, le log de A- c'est le pH moins le pKa. Mais on ne me donne pas pKa de les données. Mais je sais que lorsque la concentration de A- est la concentration de AH, c'est-à-dire ce point, le pH égale pKa. Donc, par lecture sur la courbe, je déduis que le pH égale à 4, le pKa égale à 4,9. Donc, pKa, par lecture graphique, est égal à 4,9. Donc, le pH, ça sera 6 moins 4,9, ça sera moins 4,9, et ça me donne 1,1. Donc, le rapport A- sur AH, c'est égal à 10 à la puissance 1,1. Et 10 à la puissance, le log, donc c'est 10 à la puissance 1,1. Voilà. Et ce rapport est égal à combien? Donc ce rapport, je regarde mes notes, pH moins pKa, 10 à la puissance 1,1, ça fait 12,58. C'est à peu près 13. Donc de l'ordre, on va dire de l'ordre de 13. Donc ce rapport est de l'ordre de 13. Donc vous voyez bien que ce rapport, je ne peux pas négliger A- devant H parce que cette quantité n'est pas supérieure à 100 fois la quantité de l'acide. Donc je peux pas négliger. Donc ce qui domine, c'est la base, et la concentration de la base, c'est 13 fois uniquement. Alors que dans l'énoncé, on vous dit, une forme peut être négligée devant l'autre si elle est au moins 100 fois inférieure à l'autre. C'est-à-dire l'autre, elle est 100 fois supérieure, en quelque sorte. D'accord? Donc là, si je trouve par exemple ici 150 ou 130, d'accord, mais 13, c'est peu, donc je ne peux pas négliger. Vous avez une autre façon de répondre que à pH égale à 6, je peux lire directement le rapport ici. pH égale à 6, vous voyez que ou bien, par lecture sur le graphe, je sais que A- sur AH, pour un pH égal à 6, d'après la courbe, ça c'est de l'ordre de 6%. Vous voyez, à peu près 6%. En lecture de la graphique, ça c'est en pourcentage, c'est là 6%. Donc, c'est supérieur à 1%. Donc, je ne peux pas négliger l'une devant l'autre. Donc, vous voyez un peu des questions très très différentes de ce que je vous pose d'habitude, mais c'est des questions de réflexion et je trouve plus intéressant que des calculs, des questions très directes. Maintenant, je passe à la deuxième partie qui est le titrage. Donc, deuxième partie, on veut titrer cet acide-là. Contenu dans le lait de chèvre. On vous dit l'acide caprique contenu dans le lait de chèvre et sa base conjuguée ont été extraits afin de reconstituer une solution aqueuse de même pH, c'est-à-dire là on va travailler toujours avec une solution de pH égale à 6, que le lait de chèvre. Il est possible de réaliser le tétrate de l'espèce majoritaire contenu dans 10 ml de la solution S. Donc on va prendre 10 ml de la solution S par une solution titrante de concentration molaire égale à 10 moins 2. Attention, donc ça c'est pas la concentration molaire, ça c'est la concentration de la solution titrante. Donc le lait, le pH égale à 6, solution titrante, c'est 10 moins 2 mol par litre. Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique qui peut être soit, à vous de choisir, soit l'acide chlorhydrique, soit une AOH. C'est-à-dire on va titrer le lait soit avec un acide, soit avec une base. C'est à vous de choisir. Donc lequel qu'il faut choisir d'abord. Voilà la question. La question de réaliser les tétrages par une solution de concentration molaire égale à choisir entre. Donc quel est votre choix? Eh bien, il suffit de voir le lait, ou bien la solution S, le lait, est-ce qu'elle est basique ou acide? On vient de répondre à la question précédente. On a dit que la forme dominante dans le lait à pH égale à 6, c'est la base qui domine. C'est RCO au moins qui domine. Donc pour doser une base, donc on doit choisir un acide. Donc on doit titrer avec un acide, bien sûr, avec HCl. Voilà la première question. Choisir entre gestion votre choix, établir l'équation de la réaction. Une fois qu'on a fait le choix, bien sûr, l'équation de réaction, ça sera l'acide qui est H3O+, plus la base qui est RCO au moins, réaction totale, va donner H2O plus RCOOH. Voilà l'équation du titrage.
Bien, définir l'équivalence et écrire la relation entre les quantités de matière des espèces mises en jeu. Bien sûr, l'équivalence, tout ça c'est des questions simples. L'équivalence, c'est lorsque la quantité de matière titrante égale la quantité de matière titrée. Donc dans ce cas-là, ici on va noter la concentration C, le volume à l'équivalence CVAE, et là CCB, on va dire CB fois VB. Donc à l'équivalent, je vais avoir C fois VAE, le volume versé de l'acide, doit être égal à la concentration du lait fois le volume du lait qu'on avait pris qui est 10 ml. Donc on avait pris V de B égale à 10 ml. Et le but c'est de déterminer la concentration CB. Donc je vais déterminer tout de suite la concentration CB est égale à C, la concentration de l'acide utilisé, c'est 10-2, multiplié par VAE, on vous dit qu'on a à l'équivalence, c'est écrit quelque part, à l'équivalence, bien sûr, oui, choisir. Bon, pour le moment, on n'a pas encore donné, désolé, j'ai un peu noté les questions dans un ordre différent. Donc là, je laisse pour le moment. On n'a pas encore donné le volume versé à l'équivalence. Je pose d'abord à cette question. Je passe à la question suivante qui est plus intéressante aussi. On vous donne 3 cours de l'évolution de la conductivité en fonction du volume de H3O+. Et on vous dit laquelle qui convient à ce dosage. Parce que celle-là, 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 celle-là est justifiée. Donc là, je vous explique un peu comment choisir la courbe qui représente sigma en fonction du temps. Est-ce que celle-là, celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Donc pour choisir, il faut revenir toujours à ce qui se passe dans votre système. Donc là, j'ai le lait, je vais les doser avec l'acide. Qu'est-ce qu'il y a dans le lait? Il y a le RCOH, mais qu'est-ce qui est conducteur dans le lait? C'est RCO au moins. Donc je remplace juste les éléments ioniques. Qu'est-ce qu'il y a comme conducteur dans le lait? Vous avez Cl- et vous avez H3O+. Avant l'équivalence, donc on va essayer de voir la conductivité ici, est-ce qu'il va augmenter, il va diminuer. Donc la conductivité en solution à T égale à 0, il est lié uniquement à la conductivité des ions RCO au moins. Quel est le réactif limitant? Si je verse H3O+, avant l'équivalence, le réactif limitant c'est H3O+. Chaque H3O+, que je vais verser, il va réagir avec RCO au moins pour donner RCOOH et un Cl-. Parce que H3+, il est toujours accompagné de Cl-. Donc, en gros, avant l'équivalence, je remplace les espèces présentes dans le bécher. On a dit c'est RCO au moins. Donc, chaque fois que je verse un H3O+, il va faire disparaître un RCO au moins. D'accord? Donc, ça veut dire, que j'appelle A- pour simplifier, en gros, chaque A- va être remplacé par H3O+, dans la solution. En plus, il y a Cl- qui va s'ajouter, plus Cl- qui va augmenter. Donc avant l'équivalence, vous avez la concentration de Cl- qui va augmenter, et chaque A- va être remplacé, et la concentration de A-, chaque RCO- disparu va être remplacé par Cl-. Donc en fait, dans le bécher, autrement dit, avant l'équivalence, tout se passe comme si dans le bécher, vous avez un ion Cl-, qui va être remplacé par un ion RCO-. Or, là, il faut revenir aux conductivités ioniques molaires. Or, l'ion chlorure est plus conducteur que l'ion RCO-. Lambda de Cl- est très supérieur à lambda de RCO-. Donc, la conductivité va augmenter. Donc, avant l'équivalence, la conductivité va augmenter. Parce que je remplace un ion par un autre qui a une conductivité plus grande. Donc, sigma va augmenter. Donc, déjà, je sais qu'avant l'équivalence, il va augmenter. Maintenant, après l'équivalence, qu'est-ce qui se passe après l'équivalence? Après l'équivalence, qui est le réactif limitant? Le réactif limitant, c'est RCO-. Ça y est, il n'y a plus de CO- dans le bécher après l'équivalence. Donc, vous avez dans le bécher, la concentration de H3O+ va augmenter, la concentration de Cl- va augmenter. D'accord? Et la conductivité va être lambda de H3O+, concentration de H3O+,
plus lambda Cl moins fois la concentration de Cl moins. Ça y est, il n'y a plus de RCO moins. Or, les deux vont augmenter. Donc, la conductivité va augmenter fortement après l'équivalence. Et donc, je vais choisir la courbe laquelle? La courbe petit a. Si on va les noter petit a. Donc, voilà la courbe qui va représenter la conductivité. Donc, vous voyez un peu l'interprétation de l'évolution. Donc, il suffit de faire l'inventaire des ions qui existent en solution et voir leur conductivité ionique molaire. Bien. Je reviens maintenant au dosage. Donc, notez bien là aussi qu'on travaille avec la conductivité. Toujours les volumes, il faut l'exprimer en mètres cubes. D'accord? Donc, on a dit à l'équivalence, CB fois VB est égal à CA fois VA à l'équivalence. Là, maintenant, on nous donne qu'à l'équivalence, on a versé 400 ml. Donc, la concentration C va être CB. Donc, ça va être CA qui est 10 moins 2 mol par litre, multiplié par 14,1, divisé par 10. Bon là, les 200 ml, ça simplifie. Pas de problème. Je n'ai pas besoin de transformer en mètres cubes. D'accord? Et ça va donner une concentration C de la base, de la forme basique du lait, qui est 1,41 10 à la puissance moins 3, moins 2. Donc 1,41 10 moins 2 mol par litre. Voilà. Maintenant, on va déterminer la concentration massique de l'acide dans le lait. La concentration massique. Donc, ce qu'on a dit, la concentration massique de l'acide, sous toutes ses formes. C'est écrit dans l'énoncé, sous toutes ses formes. C'est-à-dire, il faut réunir la concentration acide, basique, et la concentration de l'acide et la concentration de la base. Donc, la concentration, c'est sous ces différentes formes, d'accord, va être égale à quoi? Va être égale à la concentration de RCO au moins, qu'on a déterminé par le dosage, plus la concentration de RCOOH qu'on va déterminer par pH égale à pKa plus log de l'acide sur la base. Donc ça va être égal à 1,41 10 à la puissance moins 2, ça c'est la concentration de RCO moins, et celle-là, bien sûr, on connaît que pH égale à pKa plus log de A moins sur AH. Je connais le pH 6, je connais le pKa, je connais la concentration de A- qui est égale à 1,41 10 moins 2, donc je vais déterminer plus 1,41 10 moins 2 divisé par 10 à la puissance pH moins pKa, c'est-à-dire 10 à la puissance 1,1. Là, c'est vraiment un exercice pour les bons. Et là, ça vous donne 1,52 10 moins 2 mol par litre. Donc ça, c'est la concentration en acide sous ses différentes formes. Maintenant, on va interpréter, on va déterminer la concentration massique d'abord. Donc la concentration massique, bien sûr, c'est, je vous rappelle, la concentration massique, c'est la masse divisée par le volume. Donc il suffit de diviser par la masse molaire en haut et en bas. Donc volume divisé, la masse divisée par la masse molaire. C'est la masse divisée par le volume, bien sûr, et la concentration molaire, c'est N sur V, qui est égal à petit m sur la masse molaire fois le volume. Donc vous voyez bien que la masse divisée par le volume, c'est la concentration massique fois la masse molaire. Donc c'est la concentration molaire, ça c'est massique, c'est la concentration molaire fois la masse molaire. Et on vous donne la masse molaire de l'acide, c'est 172 grammes, ça vous donne 2,62 grammes par litre. Maintenant, on va comparer avec le lait de vache qui est donné 0,09 grammes par litre. Donc, le lait de vache, sa concentration massique, pour le lait de vache, la concentration, c'est la masse, bien sûr, divisée par le volume. La masse, là, on vous dit le lait de vache contient 0,09 grammes par 10 ml, donc sa concentration massique c'est 0,09 divisé par 10 ml, c'est-à-dire 0,9 g dans 100 ml, pardon, on nous dit dans 100 ml de lait de vache, 100 ml c'est 10 moins 1 litre, 10 moins 1, et donc ça me fait 0,9 g par litre. Bien,
Maintenant, pour comparer les deux, il suffit de faire le rapport. Concentration massique de lait de chèvre divisé par concentration massique de lait de vache. Donc ça vous donne 2,62 divisé par 0,9. C'est à peu près égal à 3. C'est ce qui est donné dans l'énoncé. Donc on a bien vérifié que le lait de chèvre contient 3 fois plus de acide que le lait de vache. Donc voilà pour ce très bon exercice. Bon, je vais continuer avec un exercice aussi très intéressant de chute parabolique, mais vu d'une façon un peu différente. On vous dit un golfeur cherche à envoyer directement la balle dans le trou. Pour cela, il doit faire passer la balle au-dessous d'un petit plan d'eau. Voilà le plan d'eau entre lui et le green. On néglige tout mouvement de la balle, tout mouvement de rotation de la balle sur elle-même et on fait varier séparément les caractéristiques du vecteur vitesse initiale de la balle. Là, on vous donne la portée horizontale et la portée verticale. On vous donne ces expressions. Mais je vous conseille tous de trouver ces expressions vous-même rapidement. Donc, c'est deuxième loi de Newton, projection sur l'axe des X, sur l'axe des Y. C'est une question de cours qu'on a fait plusieurs fois. Moi, la question que je vous demande ici maintenant, c'est d'exprimer d'abord V0x et V0y en fonction de V0. Donc voilà V0x, c'est la projection de V0 suivant l'axe des X. Voilà V0x. Et voilà V0y. Vous allez voir l'intérêt de l'exercice. V0y. Bon, sur le schéma, vous voyez bien que V0x, c'est V0 cosinus alpha. Et V0y est égal à V0 sinus alpha. Bien. Maintenant, on vous dit d'exprimer la portée horizontale et la portée verticale uniquement en fonction de l'une des deux coordonnées, soit en fonction de V0x, soit en fonction de V0y. Vous pouvez faire les deux. Bon, je vais exprimer par exemple tout en fonction de V0y. Donc, je vous rappelle la portée, l'expression de la portée, c'est, on va commencer par h. Donc, h est égal à V0 sinus carré de 2 alpha. Donc, h égale à V0, on a dit quoi? Donc H, je ne me rappelle plus. Donc H, c'est V0 au carré, sinus carré alpha, V0 au carré, sinus carré alpha sur 2G. Très bien. On va exprimer ça uniquement en fonction de V0 x par exemple, ou bien V0y. Donc je remplace V0 par, donc j'ai V0y est égal à V0 sinus alpha. Donc je remplace V0 par sa valeur, donc je trouve H est égal à V0y au carré divisé par sinus carré alpha multiplié par sinus carré alpha sur 2G. Et ça nous donne tout simplement V0y au carré sur 2G. Voilà, c'est tapé, je l'appelle l'expression 1. D'accord? Vous pouvez faire la même chose en remplacer Vx par sa valeur et trouver H est égal V0x au carré tangente carré alpha sur 2G. Voilà, si vous remplacez Vx par sa valeur. Très bien. Maintenant, on vous pose la question suivante. Le golfeur réussit son coup pour un vecteur initial V0. D'accord? Il rejoue maladroitement le coup avec une vitesse initiale V1. Voilà, on vous donne les valeurs de V1 ici. Donc on vous dit d'exprimer les valeurs de D1. Bon, j'ai pas exprimé, j'ai exprimé juste la portée. Je vais exprimer bien sûr D aussi. Bon, de la même manière, hein, en remplaçant D, V0 par sa valeur dans l'expression de D, je vous laisse le soin de faire le petit calcul. Donc ça sera 2 fois V0y au carré sur sinus carré alpha de V0 au carré fois cosinus alpha fois sinus alpha sur 2G, sur G ici. Et ça va vous donner 2 V0y au carré, V0y au carré. Et je simplifie par sinus, il me reste cosinus sur sinus, cotangente, ou bien on peut l'écrire en fonction de tangente, G tangente alpha. Voilà. Bon, je l'appelle la relation, ça c'est 2, relation 3. Et vous pouvez l'exprimer en fonction de x. Et vous allez trouver de la même manière 2 V0x au carré, tangente alpha sur G. Je l'appelle la relation 4.
Très bien. Maintenant, on vous dit, il a rejoué. Donc, lorsqu'il envoie la vitesse avec V0, très bien, la balle tombe dans le trou. Mais s'il change la vitesse, on vous dit de déterminer l'allure de la balle. Hein, et le représenter sur schéma. Ça veut dire qu'il faut déterminer H, portée horizontale qui correspond à V1, et la portée verticale qui correspond à V1. Donc H1 par définition, on vient de montrer que quoi? Que H1 est égal à V1Y au carré. C'est pourquoi on vous pose la question tout à l'heure de l'exprimer en fonction de V de Y. Maintenant je reviens au schéma. Quel est? Voilà V1Y, voilà V1X, voilà V0Y, voilà V0X. Et vous voyez que V1Y, c'est combien? C'est 2 fois V0Y. Donc H1, je peux l'écrire V1Y, c'est 4 fois V0Y au carré sur 2G. Et ça, c'est tout simplement 4 fois H0, la portée horizontale, qui est H0 ici, qui est un carreau. Voilà. Donc la portée, donc H1 va être égale à 4 fois H0. Voilà. Donc la portée H1, ce sera 4 fois H0. Maintenant, je cherche la portée horizontale. D. Je remplace dans l'expression de D. Donc, je vais chercher D1, comme j'ai fait ici, D1. On avait montré que D1, c'est 2VAY au carré sur G tangente alpha 1. Bien sûr, alpha 1 égale alpha 2. C'est pourquoi j'ai oublié. Je ne vais pas indiquer ici. Les deux, alpha 1 égale alpha 2. Non, pas tout à fait. Ce n'est pas le même angle. Voilà alpha 0. Voilà alpha 1. D'accord? Donc, c'est 2VY au carré sur G tangente alpha. Avec V1Y, bien sûr, est égal à quoi? Est égal à 2V0Y. Donc, ça, on l'a déjà montré. Et tangente alpha 1, c'est quoi la relation entre tangente alpha 1 et tangente alpha 2? Tangente alpha 1, c'est cette distance divisée par celle-là. C'est V0X sur V1Y est égal à quoi? Et alpha 2, c'est V0X divisé par V0Y. Donc, vous voyez bien que tangente alpha 1 est égal à 2 fois tangente alpha. Donc alpha c'est ici. Je l'appelle alpha 0. Bon, c'est très facile. Hein? Vous voyez tangente alpha, c'est V0x sur V0y. Et tangente alpha 1, c'est V0x sur V1y, qui est 2 fois V0y. Donc vous voyez bien que tangente alpha 1 est égal à tangente alpha sur 2. V0x tangente alpha 1. Alpha 1, c'est H1, oui, c'est ça. Donc tangente alpha 1 est égal à. Qu'est-ce que j'ai noté? Tangente alpha 1 est égal. Bon, désolé, c'est moi qui s'est trompé. Donc tangente alpha, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc tangente alpha, c'est V0y sur V0x. Et tangente alpha 1, c'est V1y sur V0x. Et V1y, c'est 2 fois. Donc, vous voyez bien que tangente alpha 1, c'est 2 fois tangente alpha. Très bien. Donc, si on remplace ici, donc tangente alpha 1, ça sera 2 sur G. Je remplace V1y par 2 fois V0y. Donc, ça sera 4 fois V1y, V0y au carré, divisé par tangente alpha 1. On a dit, c'est 2 tangente alpha. 2 tangente alpha. Voilà. Et vous voyez bien que ça va vous donner 2 fois, et ensuite 2 fois V0y au carré sur G tangente alpha. Sur G tangente alpha. Et ça vous donne 2 fois D0. 2 fois D0, qui est V0y au carré sur 2G, 2G ici, sur 2G, sur 2G, sur G tangente alpha. Parce que ce facteur 2 va se simplifier avec facteur 2, et c'est 4, je le partage en 2 fois. Très bien. Donc voilà, donc D1, ce sera 2 fois D0, donc combien ici? J'ai 1, 2, 3, 4, et demi. Donc et demi, j'ajoute 4, 1, 2, 3, 4. Ça va arriver ici, voilà D1. Et H1, c'est égal à combien? Est égal à 4 fois, 4 fois celui-là. 1, 2, 3, 4. 4 fois. Voilà.
Donc, on vous donne une indication que j'ai oublié aussi d'insérer dans l'énoncé. On vous dit que H atteint la balle pour une abscisse à la hauteur maximale atteinte pour une abscisse égale à D sur 2. Donc ça va nous aider pour tracer la courbe. Parce que là, je sais que le maximum, mais le maximum peut être là, là et là. Mais on vous dit que le maximum est atteint exactement à D sur 2. Voilà. Donc je peux tracer maintenant le mouvement de la balle. Oups. Voilà. Il passe ici par maximum. Ensuite, il va retomber. Bon, j'ai pas bien tracé, mais bien sûr, c'est un mouvement parabolique. C'est difficile de tracer avec la main comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc voilà le mouvement de la balle pour cette trajectoire. Bien. Bon, pour la suite, vous allez exactement là la même chose. Il suffit de remarquer dans ce cas-là que vous avez plutôt, vous avez les V0Y qui est égal à V1Y. Et voilà, V1Y est égal à V0Y. Et V1X égale V2X est égal à 2 fois V0X. Bon, même étude, ça va nous permettre de montrer que D2, cette fois-ci, D2 est égal à 2 fois D, 2 fois D0 si vous voulez, et H2 est égal à H. Donc H2 est égal à H parce que H ne dépend que de V0 et V0Y. Donc H ne va pas changer, l'expression de H ne va pas changer. Donc comme le maximum est atteint pour donc D c'est 2D, donc on va avoir 2D, 1, 2, 3, 4 et demi. Donc 1, 2, 3, 4, donc ici, et toujours le maximum est atteint pour D sur 2. Donc voilà l'allure de le mouvement de la balle pour le deuxième lancer. Donc voilà un peu pour cet exercice. Enfin, je passe à la dernière question quand même. Si la balle est conservée, si on envoie la balle en conservant l'angle de tir, mais en frappant plus fort, prévoir qualitativement le mouvement, bien sûr, si V0, si l'angle alpha est constant, on augmente V0. Vous voyez bien, D va augmenter et H0 aussi va augmenter. Donc je passe au dernier exercice sur les piles. Donc on vous donne AG plus AG, FE3 plus FE3 plus FE2 plus. Voilà l'équation de la réaction. On vous dit donner l'expression de quotient de réaction. Bien sûr, FE3 plus divisé par AG plus fois FE2 plus. On vous donne la concentration de chaque ion, c'est 10-1, calculer sa valeur. Donc ça sera 10-1 divisé par 10-1 fois 10-1, 10-2, c'est 10. Tout de suite, le sens d'évolution, puisque KI est supérieur à K, donc c'est le sens inverse. Donc il faut écrire la réaction en sens inverse. Maintenant, déduire les polarités. Bien sûr, avec cette réaction, c'est l'AG+, qui va subir l'oxydation. Il va donner AG, qui va donner AG+, plus un électron. Donc c'est une réaction d'oxydation. Qui dit oxydation dit anode. Qui dit anode, bord négatif. Donc voilà la borne négative, voilà la borne positive. Maintenant, on réalise une deuxième pile en modifiant les concentrations initiales du système. Les concentrations sont désormais AG plus égale à FE2 plus égale à 1 et FE3 plus égale à 10-2. La polarité des électrodes est-elle vérifiée? Donc, pour vérifier la polarité, il faut chercher le quotient de réaction initial. Cette fois-ci, le nouveau quotient de réaction. C'est toujours FE3 plus, c'est-à-dire 10-1, divisé par 10-1 fois 10-2. Fois 10-2 ici, 10-2, donc là c'est FE3 plus c'est 10-2 divisé par 10-1 fois 10-1, 10-1 fois 10-1, donc c'est égal à 1. Donc là on a Q'I est inférieur à K, donc c'est le sens 1, donc c'est-à-dire la réaction ce sera celle-là cette fois-ci. Et dans ce cas c'est Ag plus un électron qui va se transformer en Ag solide. Donc c'est une réaction, c'est une réduction. Donc c'est la cathode. Réduction cathode, donc c'est la borne positive. Donc dans ce cas-là, Ag va constituer la borne positive. Vous voyez bien, les polarités ont changé effectivement. Donc voilà, pour ces exercices où j'ai essayé de faire quelque chose de légèrement différent, ce sont des exercices des baccalauréats étrangers.
Vous voyez bien, dans les bacs étrangers, on donne souvent des exercices avec des applications intéressantes et pas uniquement des questions-réponses comme vous avez l'habitude dans les baccalauréats nationaux. Donc voilà pour ce bac blanc un peu spécial. Voilà, je vous souhaite bien sûr bon courage, bonne continuation et à bientôt pour d'autres contributions et surtout pour le corriger des concours.